du Monde 2026 vient de battre 2 records en même temps. Un record d'argent d'abord, près de 13 milliards de dollars de revenus pour la FIFA, du jamais vu. Et un record d'affluence, plus de 3,6 millions de spectateurs. Un record qui tenait depuis 1994. Sur le papier, c'est un triomphe. Sauf que c'est aussi la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire pour ceux qui veulent y assister. Une place de finale s'est revendue à plus d'1 million de dollars. Et les 3 pays qui l'organisent, les États-Unis, le Canada et le Mexique, vont eux sans doute y perdre de l'argent. Voilà le paradoxe. Comment un même événement peut battre tous les records et en même temps coûter une fortune aux fans et de l'argent aux pays qui l'accueillent? Tout tient en une seule question. Qui paye? Parce qu'ici, un seul gagne, tout en haut, et tous les autres financent. Les fans, les villes, les contribuables. Et même vous, devant votre télé. Et je vais vous montrer comment. Ce n'est pas un hasard, c'est la façon dont le système est construit. Et quand on a compris comment il marche, on ne regarde plus jamais une Coupe du Monde pareille. Bienvenue dans l'argent derrière la Coupe du Monde. D'abord, un mot sur la FIFA, parce que tout part de là. La FIFA, c'est l'organisation qui possède la Coupe du Monde et qui l'organise. Voyez ça comme une entreprise privée, basée en Suisse, officiellement à but non lucratif. Et c'est elle qui encaisse presque tout l'argent du tournoi. Voilà donc le point de départ. D'un côté, les revenus qui remontent tous au même endroit, à la FIFA, et de l'autre, les coûts qui sont éclatés entre des dizaines de villes et de pays. Toute l'histoire est là. Alors gardez ça en tête. Regardons d'abord les revenus. Sur la période 2023 à 2026, la FIFA approche les 13 milliards de dollars de profit, dont presque 9 pour le seul mondial 2026. Pour comparer, le tournoi d'avant, au Qatar, fin 2022, lui avait rapporté 7 milliards et demi. On est donc à plus 72% en 4 ans. Et cet argent vient de 4 grandes sources. La première, et de loin la plus grosse, c'est la télévision, près de 4 milliards. Mais là, regardez bien, les droits télé n'ont jamais rapporté autant. Et pourtant, match par match, ça baisse. Au Qatar, la FIFA touchait environ 54 milliards de dollars par match. Cette année, à peine 38. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de matchs. On est passé de 64 matchs à 104. Plus de matchs à vendre, mais chacun vaut moins cher. Et ça nous dit quelque chose d'important. En passant à 48 équipes, la FIFA ne cherche pas de plus belles affiches. Elle cherche du volume. Et c'est un choix. La deuxième source, c'est les sponsors. Environ 1,8 milliard. Avec un nouveau venu qui en dit long, le géant pétrolier saoudien Aramco. Et la troisième source, c'est la billetterie. Et là, accrochez-vous. Au Qatar, les billets avaient rapporté 950 millions. Cette année, près de 3 milliards. C'est plus du triple. Avant, les billets pesaient pour 10 à 15% des revenus. Aujourd'hui, ils pèsent 27%. C'est la grande nouveauté de ce mondial. Et c'est là que ça devient intéressant. Comment la FIFA a fait exploser le prix des billets ? Elle a repris une méthode que l'on connaît bien, celle des compagnies aériennes, la tarification dynamique. Le principe est simple. Plus il y a de demandes, plus le prix monte, en temps réel. En soi, ce n'est pas malhonnête. Quand plusieurs compagnies se font concurrence, ça peut même faire baisser les prix. Mais avec le foot, c'est différent. Pour la finale de la Coupe du Monde, il n'y a qu'un seul vendeur de billets, la FIFA. Pas de concurrent, pas d'alternative. En économie, on appelle ça un monopole. Et un économiste français, Jean Tirole, a eu le prix Nobel en partie pour avoir étudié exactement ça. Sa conclusion ? Quand un acteur est tout seul, qu'il contrôle tout, il ne fixe plus un prix juste. Il fixe le prix le plus haut que vous êtes prêt à payer. Et c'est exactement cela qu'on a vu. Les prix ont augmenté sur plus de 90 matchs sur 104, de 35% en moyenne. La meilleure place pour la finale est passée de 6 700 $ à presque 11 000 $. Et à la revente, certains billets de finale ont dépassé le million de dollars. Le pire, c'est l'écart avec les promesses. Quand les États-Unis, le Canada et le Mexique se sont portés candidats, ils annonçaient des billets à partir de 21 $ et un prix moyen autour de 1400. Aujourd'hui, le billet de finale le moins cher coûte 7 fois plus que le moins cher du Qatar. Et le fameux billet à 60 $ que la FIFA met en avant, il était si rare qu'il a disparu avant même l'ouverture de la vente au grand public. Mais le plus fort, c'est la revente. Ce site de revente, c'est la FIFA elle-même qui le tient. Et elle se sert 2 fois. 15% prix au vendeur et encore 15% pour l'acheteur. Donc 30% sur un billet qu'elle a déjà vendu une première fois. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la logique quand on est seul sur le marché. On récupère de l'argent à chaque étape. Et pour bien voir que ce n'est pas une fatalité, regardez l'UEFA qui organise l'Euro. Pour l'Euro 2028, elle a fait l'inverse. Elle a plafonné les prix avec presque la moitié des billets à moins de 60 livres.
Un même produit, mais des choix opposés. Et le billet, ce n'est que le début pour le spectateur. Une fois dans le stade, ça continue. À Dallas, la bière est à 16 $. Il faut compter 26 $ pour un plat. Et pour l'eau, soit vous payez plus de 8 $ la bouteille, soit vous amenez une seule bouteille fermée pour tout le match. Au bout du compte, assister à une rencontre coûte en moyenne 5 440 $ selon le cabinet SoFi et jusqu'à 7 500 $ à Boston. Une précision quand même, sur cette bière, la FIFA ne touche rien. Ce sont les stades qui fixent les prix. La FIFA a juste choisi de ne pas les plafonner. Le supporter, lui, paye partout sans savoir qui empoche. Toujours la même leçon. Sans concurrence, le prix monte jusqu'à ce que ça fasse mal. Et pendant que le fan compte ses dollars, tout en haut, c'est un autre monde. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, enchaîne les matchs en jet privé, un avion prêté par Qatar Airways. 10 apparitions en tribune en 7 jours, d'un bout à l'autre du continent. Rien que ces déplacements coûteraient entre 400 000 et 800 000 € sur le tournoi. Et ses revenus personnels, évidemment, suivent. Selon les chiffres officiels de la FIFA, c'est 4,24 millions d'euros en 2025, primes comprises. Lui, il a déjà tranché son avis. Pour lui, c'est le tournoi le plus réussi de l'histoire. Et quand on l'interroge sur les prix, il répond que ça fait parfois du bien de se détendre et que crier ne sert à rien. Bon, passons de l'autre côté, les coûts. Et une question toute simple. Si c'est une mauvaise affaire, pourquoi les pays et les villes acceptent ? Ce n'est pas parce qu'elles sont naïves. La première raison, c'est un déséquilibre. La FIFA négocie ce genre de contrat en permanence partout dans le monde. Une ville, elle, accueille un mondial une seule fois par génération. C'est le professionnel face au débutant. Résultat, des contrats très déséquilibrés et même couverts par une clause de secret. Les villes s'engagent à ne jamais révéler ce qu'elles ont signé. La deuxième raison, c'est le partage. La FIFA garde les recettes et les villes payent la sécurité, les transports, les zones pour les fans. Aux États-Unis, l'Agence fédérale des urgences a sorti 625 millions de dollars rien que pour la sécurité. À Toronto, la facture est passée de quelques dizaines de millions à près de 380. Côté canadien, l'argent public dépasse le milliard. Et il y a aussi ce détail qui choque. Les billets sont exonérés de taxes. À Kansas City, c'est donc 1,9 million de dollars par match qui n'iront jamais dans les caisses de la ville. De l'argent qui aurait pu aller aux écoles ou aux hôpitaux. La troisième raison, c'est la plus humaine. On l'appelle le biais d'optimisme. En clair, on gonfle toujours les bonnes nouvelles et on minimise les coûts. On promet aux villes des retombées énormes et tout le monde veut y croire. Mais personne ne fait les comptes après quand les chiffres déçoivent. Mais ce n'est pas non plus une fatalité. La preuve, en 1994, la Coupe du Monde était déjà aux États-Unis. Et à l'époque, c'était l'inverse. Les villes touchaient une part des recettes et c'est la fédération qui payait la sécurité. En 30 ans, tout a basculé vers la FIFA. Pas par complot, simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut accueillir l'événement. Et quand on est le plus demandé, on impose ses règles. C'est tellement vrai que la ville de Chicago a fait ses calculs et a préféré dire non. Mais alors, si c'est si risqué, qu'est-ce qui pousse les pays à signer quand même ? C'est une promesse, la promesse des retombées économiques. La FIFA a publié une étude avec l'Organisation mondiale du commerce. Elle annonce des chiffres énormes, près de 41 milliards de dollars de richesses créées dans le monde et 824 000 emplois. Le problème, c'est que presque aucun économiste indépendant n'y croit. Pas parce que les chiffres sont faux, mais parce que la méthode les gonfle. Ces études additionnent tout et elles oublient l'essentiel. Un phénomène qu'on appelle l'effet de substitution. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenez un touriste qui vient à New York pour le mondial. La plupart du temps, il ne s'ajoutera pas aux touristes habituels, il prendra leur place. Les autres évitent la ville à ce moment-là à cause de la foule et des prix. Donc en réalité, on ne crée pas de richesse en plus, on la déplace, c'est tout. Du coup, d'autres ont refait les calculs. Allianz Trade, un grand assureur qui analyse les risques économiques, arrive à 9 milliards pour les 3 pays et non pas 41, seulement 9 milliards. Et Goldman Sachs, une des plus grandes banques du monde, a étudié tous les mondiaux depuis 1982. Sa conclusion, sur le long terme, l'effet sur la croissance est quasiment nul. C'est pour ça que les promesses d'avant sont toujours plus belles que le bilan d'après. Ce n'est pas vraiment un mensonge, c'est la nature même de ce genre d'événement. On vend du rêve avant et on ne fait jamais les comptes après. Alors à ce stade, vous vous dites peut-être, tout ça c'est aux États-Unis, ça ne me concerne pas. Eh bien si, en France aussi, on alimente le système. La télé d'abord. M6 diffuse 54 matchs gratuitement. Gratuit en apparence, parce qu'en vrai c'est payé par la publicité, donc par les marques, qui répercutent ce coût sur le prix de ce que vous achetez tous les jours. Donc vous payez sans le voir. Et il y a également un canal plus direct, les paris sportifs.
Le cabinet H2 Gambling Capital estime qu'on va parier près de 60 milliards de dollars sur ce mondial dans le monde. C'est 71% de plus que lors du mondial au Qatar. Et le pari, c'est conçu pour que l'opérateur gagne. Sur la durée, c'est comme au casino, c'est toujours la maison qui gagne. Si les bookmakers font des bénéfices records, ce ne sont que les pertes des joueurs. Le supporter français ne paye pas la sécurité d'un stade américain, c'est vrai, mais il alimente le système malgré tout, par ce qu'il consomme et parfois par ce qu'il parie. Et c'est là qu'on revient au paradoxe du début. Parce que vous pourriez me dire, si c'était si cher et si abusif, les stades seraient vides. Or, c'est l'inverse. C'est la Coupe du Monde la plus suivie de l'histoire. Plus de 3,6 millions de spectateurs. Mais alors, comment c'est possible ? 2 raisons. La première, ce sont les stades. On joue cette année dans des enceintes de foot américains. 60, 70, parfois 80 000 places. Bien plus grandes qu'au Qatar. Plus de matchs, plus de sièges, donc plus de spectateurs au total. Le record est presque automatique. La deuxième raison est plus subtile. Quand la FIFA annonce un stade plein, elle compte les billets vendus, pas les sièges réellement occupés. Et sur plusieurs matchs, on a vu des sections entières vides, surtout dans les places les plus chères. La FIFA a même dû se justifier en expliquant que certains des spectateurs étaient debout dans les couloirs. Autrement dit, un stade plein et un fan ordinaire mis dehors, les deux peuvent être vrais en même temps. Le public a juste changé. Il est plus riche, il y a plus d'entreprises, moins de supporters ordinaires. Alors, qu'est-ce qu'on a compris en suivant l'argent derrière la Coupe du Monde ? Pas qu'il y a un grand méchant au sommet, mais qu'il y a un système. Avec la FIFA, un acteur tout en haut, seul sur son marché, qui récupère de l'argent à chaque étape, et des coûts qui retombent sur une foule de petits acteurs en bas de la pyramide. Et une promesse de retombées gonflée pour que tout le monde continue de jouer le jeu. Mais soyons justes, parce qu'expliquer ce n'est pas accuser. Ce système a aussi une logique qui se défend. C'est justement parce que la FIFA centralise l'argent qu'elle peut le redistribuer. 871 millions de dollars de primes aux équipes, 355 millions pour les clubs, près de 4 milliards réinjectés dans le football partout dans le monde. C'est ce qui fait vivre le foot entre 2 mondiaux, du plus grand au plus petit pays. Et ce format à 48 équipes qu'on critique tant, il a tenu une promesse. Cette année, 7 nations ont atteint les matchs à élimination directe pour la première fois de leur histoire. Le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Canada, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Bosnie, ça c'est réel et c'est la beauté du football. Alors la question n'est pas de désigner un coupable, elle est ailleurs. La question c'est quoi une Coupe du Monde aujourd'hui et pour qui ? Parce qu'on se retrouve avec un tournoi plus ouvert que jamais sur le terrain, qui fait entrer des nations qu'on n'avait jamais vues, et en même temps de plus en plus fermé dans les tribunes, réservé seulement à ceux qui peuvent payer. Plus ouvert sur la pelouse, plus élitiste dans les gradins. Est-ce encore la Coupe du Monde de tout le monde, ou est-ce devenu un vrai produit de luxe ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le moi en commentaire, et abonnez-vous pour ne rien rater des enquêtes sur l'argent qui dirige le monde. À très vite sur Le Revenu.